Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un micro à un rêve. Que vous soyez en podcast ou que vous regardiez la vidéo, vous allez découvrir deux sujets différents. Le premier, c'est un essai de comment je pense que TikTok peut sauver l'industrie musicale. Et le deuxième, c'est un story time complètement loufoque, fun, digne des plus grands scénarios de Hollywood sur la malédiction de mon canapé. Je vous laisse profiter de l'épisode. Des bisous. Depuis l'arrivée de TikTok, le monde a changé à jamais et particulièrement celui de l'industrie musicale. On va dire que ça fait depuis la pandémie que TikTok est arrivé dans nos vies et qu'on se rend compte qu'il s'est passé pas mal de choses dans l'industrie musicale, mais aussi face à la montée de l'utilisation des plateformes de streaming qui est littéralement le moyen principal de consommer de la musique aujourd'hui. Même si cela n'empêche pas les fans de musique d'écouter leurs artistes préférés sur des CD, sur des platines vinyles et d'acheter des vrais produits parce que quand même ça c'est quelque chose qu'il faut pas perdre. N'importe qui aujourd'hui consomme de la musique sur une plateforme de streaming, qu'elle soit Spotify, YouTube, Tidal, Apple Music, Deezer, anything. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur TikTok et comment le réseau social va peut-être changer notre perception des choses et peut-être transformer la façon dont les artistes se présentent en live, qui est la seule expérience qu'une plateforme, un ordinateur, une télévision ne peut pas vraiment offrir. Le live, le concert, qui est quelque chose qui, j'espère, on ne perdra jamais, qu'on a perdu pendant cette période de Covid et de pandémie, mais qui aujourd'hui bat de son plein. C'est une réflexion que je me fais depuis un petit moment, mais qui a vraiment été confirmée parce que là, je rentre de festival. J'étais à Primavera Sound à Barcelone, qui est mon festival préféré. Mais avant toute chose, là, sachez que je vais apporter un angle différent, plus utopiste et peut-être genre hyper optimiste, même si je pense que je vais vous parler de choses qui sont réelles et en quelles je crois. Mais juste avant, c'est vrai qu'il faut faire un petit point sur comment TikTok a foutu un peu le bazar à la base dans l'industrie musicale en général. Avec son algorithme et avec ce réseau social qui a pris le dessus, que littéralement tout le monde a dans son téléphone. Ça peut valoir pour Reels de Instagram, si vous êtes de la team. Je n'ai pas TikTok, mais je regarde des Reels sur Instagram. C'est la même chose. Je parle des formats courts, verticaux, qu'on consomme tous les jours. On a remarqué ces dernières années que pour faire un max de stream et pour essayer de devenir une trend ou avoir un son qui soit viral, les artistes font des chansons qui sont de plus en plus courtes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper agaçant. En tout cas, pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans les années 2000, qui suis fan de pop musique et de la musique en général, on a des chansons qui sont beaucoup plus courtes pour coller au format TikTok. Des chansons qui n'ont plus vraiment de réelle structure, ou en tout cas, on a revu complètement les structures de ces chansons. On a un refrain dès le début d'une chanson pour captiver l'attention, comme si on faisait littéralement un TikTok. Vous le savez, quand vous vous baladez, les créateurs de contenu, ils essayent toujours de capter votre attention lors des premières secondes, parce que sinon, ils savent que vous pouvez tout simplement scroller et passer au contenu d'après. La musique, c'est un peu la même chose. Ça a eu un impact sur ça. On a le refrain dès le début, on n'a pas d'intro. On a perdu un peu cette liberté de commencer une chanson sans savoir où vraiment on va aller, se laisser surprendre, prendre le temps de se poser, de faire ses recherches, d'écouter, de réécouter. Non, il faut que là, on ait le refrain dès le début, que ce soit hyper captivant, qu'on l'ait en tête. Et vous allez me dire que la pop music, c'était un peu ça, parce que par exemple, Max Martin, qui a travaillé notamment sur les plus gros tubes de pop des années 2000-2010, je pense à Baby One More Time de Britney Spears tout simplement, il a révélé que ça faisait partie de sa recette de proposer le refrain dès le début pour qu'il entre en tête et qu'on puisse l'avoir. Mais ça, c'était une recette de musique pop et il l'appliquait sur des chansons qui étaient beaucoup plus longues que ce qu'on faisait là. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une stratégie. On nous a enlevé pendant toutes ces dernières années les bridges, le pont des chansons, qui est pour moi une de mes parties préférées. Vous savez, c'est cette partie où la chanson reste dans le même mood de la chanson, mais part dans un truc un peu plus slow avant de renvoyer le dernier refrain. Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin de vous définir ce que c'est un bridge, mais vous avez compris, le pont d'une chanson. On nous les a coupés, on nous enlève des outros. On connaît ce fléau des chansons qui sont devenues trop courtes ces dernières années, même si je pense qu'on est arrivé dans une ère où on en a eu un trop plein et les artistes vont enfin revenir à cette liberté créative qu'ils avaient depuis des décennies. Après, évidemment, il faut de tout pour faire un monde. Il y aura toujours des artistes qui vont rester dans ce truc de vouloir absolument être viral, je sais pas comment on dit au pluriel en français, et c'est très bien pour eux, je juge pas et je trouve que dans tous les cas il faut de tout pour faire un monde. Je pense que généralement ça on le retrouve beaucoup plus dans le rap par exemple aujourd'hui en France. Donc voilà pour cette petite introduction que TikTok a fait, et il y a beaucoup de créateurs qui en ont déjà fait des vidéos très longues dessus je pense, qui ont vraiment dive in cette partie là un peu négative et c'est pas mon but aujourd'hui.
Mais c'était important pour moi que je vous résume un peu ce précédemment dans ce que TikTok a fait dans notre monde de la musique. Ah, parce que t'es quelqu'un dans le monde de la musique? Trois quarts de mes amis, des rappeurs que t'écoutes, c'est mes amis en fait. Donc pour résumer, voilà, il y a eu un véritable formatage de la création qui s'est opéré dans l'industrie musicale pour convenir à ce nouveau monde. Ça a laissé moins de place pour l'expérimentation. L'expérimentation, la vraie, même si à la fois je trouve que en vrai, par exemple, une artiste comme Rosalia s'est laissée expérimenter, a proposé un projet hyper expérimental avec Motomami qui cependant est resté dans les codes TikTok. On a pu en faire des trends et voilà, donc il y en a qui arrivent à trouver le juste milieu. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde et c'est pas parce que je critique un peu cette méthode que je trouve pas ma part du gâteau dans tout ça. Donc voilà, on a aussi perdu en storytelling, en intensité et des artistes qui du coup laissent un peu de côté ce truc hyper important de créer un univers immersif pour leurs fans, etc. Parce que on drop juste un single, etc. Et puis ça concerne surtout les plateformes de streaming de musique. Mais du coup, plus personne n'écoute vraiment, plus personne, entre guillemets, n'écoute plus vraiment des albums, des projets plus longs, etc. Plus personne ne porte assez d'attention à ça. Et ça, c'est un vrai fléau. Attention, je mets tout le monde dans le même panier, je généralise, mais on se sait. Donc voilà, ça c'était pour l'obsession du TikTok friendly dans un premier temps qui est un vrai sujet. On va pas se mentir. Mais vous savez, quand des nouvelles choses arrivent dans un monde, on est les premiers à critiquer, à se dire ok, ça va être la merde, on va relever tout ce qui est négatif, on va avoir peur, blablabla. Et je trouve qu'aujourd'hui, après quand même, enfin ça fait quand même la moitié d'une décennie, je pense qu'on est vraiment bien sur TikTok. Et c'est trop bizarre de dire ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour apporter un autre angle et vous dire que peut-être que finalement TikTok n'a pas détruit la musique, mais va la transformer ou va agir comme un accélérateur vers une nouvelle ère musicale où on va vraiment s'amuser, en tout cas pour vous et moi qui sommes mélomanes. Et mon propos commence avec le live, tout simplement, parce que cette idée, elle m'est venue lorsque j'étais à Primavera Sound, comme je vous avais dit, qui est donc un festival de musique qui a chaque année à Barcelone et qui est mon festival de musique préféré. Grâce à mon métier, j'ai la chance de pouvoir aller en festival, chose que je faisais pas vraiment à l'époque parce que j'étais encore trop jeune et puis j'avais pas les potes pour, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment le truc que je ne refuse jamais quand on m'invite et que je peux participer à un festival, qu'importe le line-up, etc. J'adore parce que c'est toujours une expérience de fou. Tu fais des rencontres de fous et aussi tu découvres des artistes. Moi qui suis toujours très friand de découvrir des artistes, pour moi c'est le meilleur moyen de découvrir, c'est d'avoir l'artiste littéralement devant toi sur scène. D'ailleurs c'est un exercice que je trouve hyper impressionnant parce que tu sais pas sur qui tu tombes, en tout cas en tant que public quand tu as un artiste qui performe en festival. Et je pense que ça doit être hyper dur, mais à la fois, le résultat peut être hyper bénéfique parce que moi, c'est comme ça que je me suis énormément connecté à des artistes que j'écoutais vite fait ou alors que j'ai vraiment découvert des artistes directement et que en sortant du festival, j'ai commencé à ajouter les albums sur mon Spotify. Je pourrais vous parler des heures de pourquoi Primavera, c'est mon festival préféré, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, c'était la semaine dernière et j'ai eu la chance de voir Charlie XCX, Troye Sivan, The Dare, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, plein de DJ sets en tout genre, enfin bref, là n'est pas mon sujet. Mais donc ça vaut pour les festivals, mais également pour les concerts des artistes. On sait que ça aussi c'est un fléau. Tu vas dans une salle et bon, après ça dépend selon l'artiste, mais il y a quand même bien 50%, 60%, 70% de personnes qui sont comme ça à filmer avec leur téléphone. Et alors, évidemment, moi, par exemple, c'est mon métier d'être créateur de contenu. Donc, il m'arrive de filmer des petites vidéos. J'arrive jamais à rester une chanson entière à filmer parce que déjà, c'est hyper drainant. Et parce que mon corps a envie de bouger, j'ai envie de vivre le truc, etc. Moi, je fais partie des écoles où, genre, j'aurais trop la flemme de faire ça, en tout cas d'être ces gens-là qui filment, etc. Mais je critique pas non plus parce que, déjà, ceux qui sont hyper jeunes, je sais que c'est dur de se lâcher en concert, etc. Et c'est hyper important pour montrer à ses potes de partager. J'ai fait ça, j'ai fait ci, regardez mon concert, etc. Ceux qui sont fans et qui vivent leur concert à travers leurs vidéos en rentrant, etc. Enfin, je vais pas critiquer. Je trouve que chacun vit son expérience à sa manière. Donc, je suis pas là pour dire ah, c'est nul, interdisez les téléphones, etc. Parce que, au contraire, vous allez voir que dans le cas de ce que je vais raconter, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc on remarque souvent que lors de live, les gens filment et parfois un peu trop. Mais c'est en tant que créateur et spectateur que je me rends compte de la double valeur de ce média qui est très important entre souvenirs personnels et contenu viral. C'est à ce moment-là que TikTok
entre en scène et devient un amplificateur d'expériences live. À la même manière que moi, je me balade dans un festival, j'entends une scène et ça arrive comme ça, c'est hyper au hasard et je découvre un artiste et je commence à le streamer. Des extraits live postés sur TikTok et qui tombent sur ta For You page peuvent te faire découvrir un artiste ou un titre. Parce que j'ai pas besoin de me développer dessus, je crois que j'en avais déjà parlé, mais on sait à quel point les algorithmes d'aujourd'hui et particulièrement celui de TikTok sont les plus perfectionnés qu'on ait jamais connus depuis l'histoire de l'humanité. C'est normal, en même temps les algorithmes sont apparus genre il y a 20 ans je crois max, mais c'est vrai que c'est quand même de la folie à quel point vous-même vous savez que ta For You page te connaît. Donc si t'as une For You page de merde, ça veut dire que ta vie c'est de la merde. Mais je rigole. J'ai toujours dit à quelqu'un qui a une For You page de merde, il faut juste l'éduquer, c'est comme un enfant en fait, ça prend du temps, c'est du travail, mais enfin c'est du travail mais en même temps pas vraiment parce que t'as rien à faire et t'as juste à scroller pendant des heures. Mais bon, ça on pourrait en faire toute une autre vidéo, c'est pas mon sujet. Les vidéos deviennent virales, ça crée cette envie d'y être et donc à ce moment-là, ça peut créer un véritable boost de vente, d'achat de tickets, de merchandising, etc. Donc à ce moment-là, la plateforme devient un véritable bouche à oreille 2.0. C'est un vrai outil de conversion. Là où je pense que les gros labels n'avaient pas compris à la base et ont fait n'importe quoi, c'était de vouloir lancer des trends en mode genre fais la danse et sur ce son et blablabla. Ça c'est le truc qui est complètement mort et qui marchait peut-être en 2020 et qui a marché pendant genre un an et encore je sais pas. À part sur Doja Cat, voilà des cas qui étaient là pour être des cas qui bref. Aujourd'hui, les expériences live et les concerts deviennent des vrais leviers marketing organiques. Donc si vous n'avez pas encore compris où est-ce que je veux en venir, les concerts, les festivals qui sont les expériences qui connectent le plus un humain à un artiste, selon moi, je trouve, deviennent à ce moment-là un véritable outil de conversion pour aller chercher d'autres personnes qui ne font pas partie de ces expériences live, qui sont peut-être chez eux dans leur lit, qui sont au travail, etc., mais qui scrollent sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui commencent à se connecter et j'imagine que vous commencez à comprendre. Mon deuxième point, c'est que dans ces expériences live, et là, ça concerne surtout des choses que j'ai remarquées parce que au-delà des festivals, j'ai la chance d'assister à énormément de concerts et encore une fois, je suis hyper reconnaissant parce que ça, c'est un des plus beaux privilèges de mon métier. Aller à un concert, c'est un truc qui me rend, c'est la chose qui me rend le plus heureux, même si c'est un artiste que j'apprécie pas forcément, etc. Je vais quand même souvent dire oui parce que bah, je kiffe en fait. Et ça fait plusieurs concerts et je vais vous citer des exemples concrets que peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent ou qui me regardent ont pu vivre et assister en réel parce que c'est des concerts qui sont déjà passés à Paris. Mais du coup dans ces concerts, les artistes cherchent à créer des happenings qui sont des moments qui sont hyper partageables, tiktokables et qui changent à chaque concert pour créer une exclue à chaque live et donner envie à tout le monde d'être le premier à le partager parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va devenir viral de date en date pendant la tournée et ça, je pense que c'est une des meilleures promos ever pour un artiste. Je m'explique. Je vais vous citer 5 exemples de moments concrets que j'appelle des happenings à partager sur TikTok, auxquels j'ai pu assister ces derniers mois. Sabrina Carpenter, qui change de position sexuelle dans sa chanson Juno à chaque date. Notamment à Paris, elle a fait la position de la Tour Eiffel et ça, c'était vraiment quelque chose de fou. Il fallait vraiment être le premier à le partager parce que je pense que c'est une des positions les plus iconiques qu'elle a fait dans sa tournée. Dua Lipa, dans sa tournée Radical Optimism, chante une chanson en langue étrangère propre à chaque pays, à chaque fois. En tout cas, elle a fait des chansons en italien, espagnol, en français. Elle a chanté chez nous à Paris Moi Lolita de Alizé. Beyoncé, lors de sa tournée Renaissance, qui avait lancé le challenge Everybody on Mute. Look around, everybody on mute. Et tout le stade devait fermer sa bouche, littéralement. Donc ça, c'était aussi un truc de fou à partager parce que tu te retrouves dans des stades remplis à plus de 60 000 personnes, dans un silence total et c'est complètement dingue en vrai comme expérience. Taylor Swift qui donne son chapeau à un fan différent et souvent c'est des petits, je crois, pendant une chanson de son album Red lors des Eras Tour. Je peux en citer plein, Charlie XCX avec la Apple Girl qui fait la danse de Apple, Billie Eilish qui compose littéralement sur scène et tout le monde doit aussi fermer sa bouche à ce moment-là pour qu'elle puisse composer. Enfin bref, il se passe souvent des moments qui sont des happenings qui, on a l'impression, sont des trucs hyper spontanés, etc. Et en vrai, il y a toujours cet effet hyper spontané. Il n'y a jamais un moment où j'ai trouvé ça gênant et j'étais en mode « Ok, c'est trop mis en place, c'est trop millimétré, etc. » Mais ce sont des moments qui font toute la différence. Les artistes et leurs équipes, littéralement, vont scénariser des moments qui sont tiktokables. Et le premier à filmer
devient viral et ça va créer un effet de halo sur l'artiste. C'est une vraie mécanique qui est puissante. En fait, la viralité d'un moment, à ce moment-là, elle va créer de la rareté, elle va alimenter ce sentiment de FOMO, de fear of missing out, en mode les gens qui sont déjà dans la communauté et qui n'étaient pas forcément au concert, ça va leur renforcer ce truc de putain, j'aurais dû y être, il faut que j'y sois à la prochaine, ou en tout cas, bref, je sais pas. Ça incite aussi à acheter un ticket pour le show le plus proche de chez toi avant qu'il soit trop tard, parce que toi aussi, tu as envie de participer à ce moment-là, en fait. En plus d'assister à un concert, etc., on s'entend évidemment. Donc ça, c'était mon propos pour les happenings. Maintenant, je vais continuer mon essai en vous parlant du retour des concerts comme une véritable œuvre d'art, encore une fois, pour que ce soit le plus partagé, même si, évidemment, les artistes, leur première intention, enfin, en tout cas, les vrais bons artistes, leurs premières intentions, c'est de connecter avec leur public qui sont là, à présent. Aujourd'hui, les scénographies sont souvent repensées pour l'image verticale. On l'a vu, par exemple, avec Rosalia, qui avait des grands écrans bien verticaux, sa DA qui était très iPhone, etc. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Quand je parle de scénographie, c'est aussi dans les effets de lumière. Donc déjà, j'aimerais vraiment souligner le travail de... Je sais pas s'il y en a qui me regardent et qui sont ingé son ou techniciens... comment on appelle ça? En tout cas, qui travaillent pour la lumière. J'ai pas le terme là maintenant, en vrai, je suis trop désolé. Mais vous-même, vous savez. T'es ingénieur? Non, comment on appelle un ingé de lumière? Un ingé lumière, un ingénieur lumière, un ingé son, un régisseur. Bref, j'aimerais vraiment souligner votre travail parce que c'est aussi vous, enfin c'est beaucoup vous, en tout cas pour ma part, parce que je suis très sensible à ça, qui faites le décor et la scéno d'un spectacle en fait. Aujourd'hui, on sait que pour être un artiste complet qui va vraiment toucher son public et qui va créer une expérience, une jolie voix, ça ne suffit pas. Sur 8 milliards d'humains, des gens qui ont juste une belle voix, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui... Il faut aller beaucoup plus loin, il faut créer un univers, il faut créer une immersion, il faut créer toute une relation avec son public, etc. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, par exemple, encore une fois, lors de Primavera Sound, parce que je me sers vraiment de cette dernière expérience qui était la semaine dernière comme exemple pour cette vidéo, parce que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. J'ai été voir The Dare, qui est un peu, si vous voulez, le petit protégé de Pharrell Williams, Quiz Cab. J'espère que vous avez la ref. Non, The Dare, qui est un peu le protégé de Charli XCX, qui fait de la musique un peu indie sleaze. Allez écouter, c'est hyper cool, c'est très new-yorkais. Et ouais, ça fait penser aux années un peu 2010, Tumblr. Si vous allez écouter, vous allez comprendre le son, etc. Et c'est sur sa scène que j'ai remarqué que la scéno, elle était faite en mode... Donc, faut voir que, par exemple, genre The Dare, c'est pas un chanteur. Honnêtement... c'est un chanteur parce que oui, il chante, il a chanté live. C'est pas un vocaliste, tout simplement. Et c'est normal, c'est son style, c'est son truc et tout. Et ça n'a rien empêché à mon expérience, j'ai trop kiffé. Ça a été d'ailleurs mon concert préféré, je crois, de mon festival. Pour rentrer en immersion dans ses sons, etc., il a vraiment genre fait une scénographie avec des stroboscopes. Et là, vous allez me dire, oui, bon, bah des lumières, il y en a partout, etc. Non, là, c'était vraiment... Les stroboscopes étaient millimétrés sur chaque beat de chanson. Qu'importe là où il performait sur sa scène, selon les sons, parce que ça suivait vraiment la sonorité et la musicalité de ce qu'il avait à proposer. Ça rendait le truc tellement immersif qu'en fait, il y a un moment, je regardais le show et j'étais en mode, en fait, c'est soit là, en fait, je suis dans un putain de concert de fou et vraiment, je suis à fond dans la musique parce que genre, je rentre vraiment dans le truc, ou peut-être je suis sur le tournage de son clip, je sais pas. Et à ce moment-là, je sors mon téléphone et je fais quelques vidéos et là, je regarde mes vidéos sont genre sublimes. On se dirait vraiment un clip parce que la lumière fait que ça le met vraiment en valeur. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie, c'est de partager ces vidéos-là sur mes réseaux sociaux. Et en fait, ça crée quelque chose qui est tellement qualitatif que tu es obligé de regarder, en fait. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas, tu es obligé de porter un peu ton attention, comme si, en fait, on te foutait la pub d'un super clip dans tes pour toi. L'expérience visuelle est repensée, en fait, pour que chaque clip qui sorte de ton concert, parce qu'on sait, encore une fois, que tout le monde finit par filmer un petit extrait, etc., pour partager à ses potes ou pour tout simplement poster sur TikTok, et à tout moment, on connaît TikTok, le truc devient viral. Tout est pensé pour que ça ressemble à un clip en fait. Donc voilà, des décors, des angles, des lumières qui sont là pour vraiment flatter TikTok. Encore une fois, je whip into, c'est aussi pour le public qui est vraiment présent et voilà, pour qui kiffe. Mais en tout cas, de ce qui en sort sur les réseaux, c'est quelque chose qui donne envie parce qu'on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Moi, par exemple, c'est beaucoup la musique, mais c'est aussi, par exemple, ces trucs de lumière, ces visuels qu'on a autour, blablabla. Il y en a, ça va être juste l'effet waouh et donc c'est ça qui va les attirer, qui va peut-être leur donner envie de, là, du coup,
tendre l'oreille et plus écouter. Enfin, vous voyez où je veux en venir. TikTok va indirectement et vraiment indirectement pousser à l'excellence visuelle et artistique de ton univers. Et là, par exemple, je vous ai parlé de The Dare avec ses stroboscopes, etc. Et dans le même cas et la même famille, je pourrais parler de Charli XCX avec ses écrans. Elle est toute seule, mais cela suffit amplement parce que bah, c'est l'univers, c'est le mood, etc. Donc elle n'avait pas besoin de beaucoup de trucs. En vrai, vous regardez Charli, je sais pas si par exemple il y en a qui ont pu la voir en live ou tout simplement qui ont été la voir à Will of Green à Paris le week-end dernier. Mais encore une fois, ça vaut pour cette famille-là, mais ça vaut aussi pour des artistes qui sont complètement à l'inverse et aux antipodes de ce que je vous ai déjà cité. Notamment, je peux parler de Clairo, qui est une artiste qui a une vibe beaucoup plus chill, beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, plus summer, plus 70s, plus doux, on va dire. Et pour autant, Clairo, en fait, j'ai été la voir en concert ici à Paris. Je savais pas à quoi m'attendre. Elle avait en fait un truc très simple avec genre vraiment, encore une fois, cet effet un peu 70s, des jolis rideaux. Mais là, encore une fois, les lumières rendaient le truc hyper immersif avec des sequins, avec genre juste une grosse light au-dessus d'elle. Cet effet avec genre elle et son band, on a l'impression qu'ils sont dans un salon. Donc t'as l'impression d'être dans ce lounge, je sais pas comment expliquer. Et du coup, pareil, en vidéo, ça rendait mais super bien. Je regardais mes TikTok et enfin mes vidéos, j'avais envie de les poster sur TikTok parce que bah, j'avais l'impression de partager une vraie expérience à laquelle j'avais participé. Et là, un exemple beaucoup plus récent, c'était hier, Billie Eilish. Sa scène, elle est au milieu en 360, donc ça permet à n'importe qui dans la salle d'avoir la vidéo qui peut être partagée. Donc évidemment, encore une fois, j'imagine que Billie Eilish, elle pense pas comme ça. Elle, c'est une artiste, elle doit être en mode, ok, je veux faire vivre les gens sur ça, sur ça, sur ça. Mais ces idées à elle, je pense, doivent rejoindre les idées d'une team marketing qui doit être archi forte sur ces trucs-là de TikTok sur lesquels je suis en train de débattre et de faire cet essai-là. Mais du coup, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. En fait, le public devient un acteur de la diffusion. Les fans ne sont plus seulement des spectateurs, ils deviennent des médiateurs de contenu. Le live devient à ce moment-là un format de promo aussi puissant qu'un clip. Et d'ailleurs, on sait qu'un clip aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent et c'est pas forcément le truc le plus rentable. Généralement, aujourd'hui, on est plus dans un mood où on va attendre de savoir quel est le son qui plaît le plus à ma communauté avant d'investir dans un clip pour renforcer ce truc-là, etc. À l'époque, c'était plus on va choisir celui-là en single et on va le clipper, etc. Donc ça existe encore évidemment, mais on change un peu de modèle parce que ça coûte de l'argent. Les lives, dans tous les cas, il y en aura toujours, qu'ils soient à gros budget ou à petit. En fait, dans tous les cas, n'importe qui, en tout cas qui est créatif, peut être capable de, qu'importe son budget, de penser à des choses qui peuvent rendre le truc immersif pour que n'importe qui ait envie de filmer, de poster, de partager. Dans ces moments qui sont viraux, je voulais juste aussi citer parce que j'ai complètement oublié, au-delà des happenings musicaux, il y a aussi des trucs où on sait que c'est assez millimétré et c'est quand même bien prévu dans le show, mais quand les stars, elles ont des interactions avec des fans où elles vont leur parler, Dua Lipa, chose qu'elle ne faisait pas du tout avant, elle le fait là maintenant, elle va voir les fans, elle leur parle devant les barrières, donc ça crée des moments hyper stars que tu as envie de partager, des trucs hyper drôles. Là où TikTok, les interactions filmées deviennent des moments d'émotion partagée. T'as l'impression d'être dans le moment, d'être en mode c'est trop cute et tout, elle est géniale. Donc TikTok va renforcer ce truc de genre on humanise un peu les artistes, vu que les artistes sont censés déjà le faire à travers leurs propres réseaux sociaux en se postant en fait tous les jours. Donc voilà, il y a vraiment un effet de rituel collectif où les gens ils veulent leur version de cet instant hyper iconique et tout. Donc voilà, pour conclure, est-ce que TikTok a été destructeur ou finalement va devenir le sauveur? Je pense que oui, TikTok a dans un premier temps bouleversé complètement l'industrie musicale. Je l'ai pas inventé et je pense que n'importe qui peut y réfléchir assez rapidement. Mais je pense que du coup TikTok indirectement, encore une fois, a redonné de l'importance au concert, à l'expérience live, a poussé à plus de créativité visuelle et a permis aux fans d'être beaucoup plus impliqués dans la carrière des artistes, à un point que je n'ai pas du tout développé parce que c'est un peu hors sujet par rapport à ce que je racontais de base, mais c'est très important de le souligner et ça vous le savez, ça a quand même donné une seconde vie à des titres TikTok. Je pense à Bloody Mary de Gaga, Murder on the Dance Floor j'ai oublié son nom, mais Nelly Furtado tout simplement. Enfin déjà ça c'est hyper important parce que ça se convertit en stream et du coup ça fait vivre les artistes quand même. On pourrait aussi faire une vidéo sur à quel point les streams ne font pas vraiment vivre les artistes, mais donc voilà. Et enfin ça a aussi offert une plateforme à des jeunes talents sans forcément passer par des plateformes, des jeunes talents qui sont des fois justement programmés dans ces festivals et qui se retrouvent partagés à droite à gauche sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Je pense que TikTok ne tue pas la musique. Pour les artistes qui sont vraiment intelligents et créatifs,
TikTok va redéfinir, en fait, il connecte. La musique, c'est un nouveau média, tout simplement. Et TikTok, il est capable de me faire vibrer une expérience live que tu as peut-être vécue depuis chez moi, dans mon lit. Bon, maintenant, rien à voir, mais pour ceux qui aiment le fun, story time. Ça fait 2 ans que j'habite dans cet appartement et j'ai enfin un canapé. Genre, c'est vous dire à quel point ma vie, elle est bazardée. J'ai vécu pendant 2 ans et demi sur un vulgaire pouf. Comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode de Un micro et un rêve, avant de partir à Los Angeles, j'allais m'embarquer dans une des plus grandes aventures de ma vie, acheter un canapé. Et pourquoi la plus grande aventure de ma vie? Vous allez découvrir aujourd'hui l'une des histoires les plus choquantes que vous avez jamais entendues pour quelqu'un qui voulait juste meubler son appartement. Alors oui, c'est un peu le bazar, il n'est pas très vendeur pour l'instant, mais il n'a jamais été vendeur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 mois que j'ai reçu ce canapé. En gros, cette année, ça a été le 2e hiver que j'ai passé sans canapé et là, ça commençait à faire mal. Je commençais à avoir mal au dos, j'avais mal au bassin, de devoir être assis sur mon pouf et puis au tout début, j'aimais trop. J'aimais bien prendre le temps de meubler mon appartement, de savoir ce que j'avais vraiment envie d'avoir, de prendre le temps de choisir pour pas trop vite meubler mon appart avec des trucs qui finalement n'allaient pas être dans ma vibe parce que je sais que je veux vraiment rester ici. Il me semble que je vous avais déjà raconté que je devais avoir un canapé en partenariat qui est arrivé en bas de chez moi et les livreurs étaient en mode ça ne va pas passer, ta cage d'escalier, on ne veut pas déballer ton canapé et va te faire foutre. Et donc j'étais en mode bah c'est pas grave, allez vous faire foutre vous-même, contre Uno, repartez avec le canapé. Bon voilà, c'était pas de la faute de la marque mais c'était la faute de la société de livraison. Et depuis j'avais eu un sort de petit trauma en mode genre mais en fait si je commande un canapé d'une certaine largeur, il va jamais passer en fait. Mais moi le problème c'est que quand je veux quelque chose, quand j'ai une idée en tête, je l'aurai et je le ferai. C'est confortable. En fait, moi, je veux un salon où je peux recevoir mes amis. Je veux que mon salon, il soit orienté conversation, qu'on puisse discuter autour d'une table, que tout ne tourne pas autour d'une télévision. Alors oui, j'ai une télévision, mais genre, elle est un peu dans le background. Et surtout, je voulais un canapé qui soit large, qui soit minimum 3 places, parce que même quand on est deux, je trouve ça trop gênant de devoir s'asseoir à côté de la personne que tu reçois, quand bien même tu es proche d'elle. Bon, à part si c'est ton copain ou ta copine, mais au-delà de ça, j'aime bien un peu d'espace pour qu'on puisse discuter de manière tranquille. Moi, j'ai grandi avec les Kardashians qui, dans leur grand canapé à 12 places, se mettent chacune à des extrémités et peuvent discuter en toute tranquillité. Évidemment, on est à Paris et on n'a pas encore la fortune des Kardashians, donc pour l'instant, on habite dans un 45 mètres carrés, ce qui est très très bien pour mon âge. Genre, c'est vraiment une fierté, moi qui ai grandi en banlieue. Mais c'est vrai qu'en emménageant, mon propriétaire m'a bien dit, fais attention, ta cage d'escalier est assez petite, donc surtout quand tu vas commander ton frigo ou des trucs comme ça, il y a des choses qui ne passent pas. Mais sauf qu'en fait, quand on est queer, on sait que si on veut faire passer quelque chose quelque part, on le fait passer. Alors j'ai commencé mes recherches. Je voulais pas un truc too much, je voulais pas dépenser trop d'argent parce que le mood de mon salon, je veux qu'il soit coloré, mais je veux qu'il nous fasse penser à un sorte de studio de musique et je voulais un canapé. Vous voyez un canapé où tu t'assois et c'est un canapé en cuir genre et vous êtes plusieurs affalés dessus et tout et limite un canapé qui a un peu du vécu et surtout un canapé de bonne marque. Parmi les bonnes marques de canapé, il y a Line Rosé qui font notamment des Togo, j'imagine que vous connaissez ces canapés qui sont très tendance et qui sont très jolis. C'est hors de prix mais c'est de la qualité et il y avait Roche-Beaubois. Et Roche-Beaubois, ils font des canapes qui sont, si vraiment vous êtes passionné de meubles et tout. Et moi, plein de fois, j'aime aller sur les applications de meubles, de design et tout, et scroller et juste regarder des trucs que je vais jamais acheter. Mais c'est vrai que Roche-Beaubois avait attiré mon œil plus d'une fois sur leur canapé. Et notamment sur genre Celency ou Le Bon Coin, vous pouvez en trouver d'occasion à des prix beaucoup plus abordables que si vous les achetez neufs. Et honnêtement, on parle d'un canapé, donc ça me dérangeait pas forcément qu'il soit d'occasion. Surtout que une de mes meilleures amies, Loud, travaille dans le cuir depuis très longtemps. Elle connaît le cuir comme sa poche qui même elle est faite de cuir en fait. Et du coup, elle a tous les tips, tous les produits qu'il faut et elle a le savoir-faire pour repimper un canapé. Et donc elle m'a dit, vas-y, prends le canapé qui te chauffe et on le retape ensemble. Donc là, vous vous dites, ah, il a acheté un canapé, ils l'ont retapé, voilà. Mais en fait, non. Ce que vous imaginez derrière le retapage du canapé qu'on a pu exécuter, en fait, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Car l'histoire qui nous attendait était beaucoup plus dark. Digne d'un film d'aventure, et d'horreur, et de thriller, et d'amour. Vous allez comprendre. Alors, sur Le Bon Coin, je trouve un canapé Roche-Beaubois, que vous voyez actuellement, à un prix super intéressant. Et donc, je contacte la meuf et je dis, vas-y, go, ça y est, je passe le pas et tout.
Je loue une camionnette et tout. Marcus devait conduire la camionnette le jour J. Il est malade, donc petite galère, mais finalement c'est Jules qui me dépanne et tout. On y va avec Jules, Alix et Inès chez ce couple qui en fait déménageait à Marseille et qui vendait pas mal de meubles et d'affaires. Très sympa, bon, on voyait un peu la vibe. En même temps, ils étaient en plein déménagement, mais il y avait une atmosphère un peu de débauche dans l'appartement. On voyait qu'il y avait du vécu, tout simplement, pour ne pas être grossier. Mais le canapé, j'arrive et je suis convaincu. Genre, je suis en mode, mais oui, grave, il est parfait, il est trop bien. Je découvre lors de ma visite pour cet achat que c'est un canapé de lit. Donc là, dans ma tête, je me dis, c'est parfait pour recevoir mes amis après des soirées un peu arrosées ou quoi que ce soit, pour ne pas qu'ils aient à reprendre la route. Et puis, en toutes circonstances, je peux accueillir des gens parce qu'il est hors de question que les gens dorment avec moi. Mon lit, c'est mon lit et ça y est. Mon body, c'est des lards. Alors, le couple nous voit arriver, Jules, Inès, Alix et moi, ils sont en mode, bon, bah, il n'y a que vous et tout. Ok, bon, bah, ça va le faire. Juste, il est très lourd, donc il faut vraiment que vous soyez tous les quatre pour le ramener dans votre petite camionnette. Et je suis en mode, ok, donc il nous aide en 2-2, mais vraiment en 2-2. Et finalement, bon, on se débrouille, on arrive à le mettre à la camionnette, on est en mode, ça va le faire, le canapé dans la camionnette, let's go, on retourne à la maison, je suis trop heureux. Et vraiment, je remercie Jules parce que c'est lui qui a le permis, c'est lui qui conduit. Jules avait des choses à faire pour le taf, donc il devait nous lâcher et c'était déjà trop bien ce qu'il avait pu faire parce qu'il s'était libéré la matinée pour aller chercher le canapé. Et il me dit, mais là, Johan, tu vas te retrouver juste Inès, Alix et toi. À mon avis, il va falloir que tu appelles de l'aide en plus. Et donc, il me dit, il faut que tu appelles tous nos amis qui sont musclores. On n'en a pas beaucoup chez nous, des garçons, des vrais garçons. Donc là, je suis en mode, ah ouais, et tout. Et en fait, moi, à travers cette histoire, vous allez comprendre que je sais pas pourquoi et comment. Il faudra peut-être que j'en parle à ma psy. Déjà, il faut que je trouve une psy. Mais genre, j'ai toujours ce problème de genre, je ne veux pas demander de l'aide. Je déteste demander de l'aide. Rares sont les fois où je le fais. Bon, il y a des fois où j'ai demandé de l'aide et je me retrouve à devoir 10 000 euros à des gens et tout. Mais enfin bref, vous connaissez l'histoire. Mais en général, je suis quelqu'un de très indépendant parce que je ne veux pas qu'on se dise, ok, j'ai fait ça pour lui, donc il me doit ça, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment réalisé que les amis, c'est fait pour ça. Et donc, j'appelle mes amis musclores. À la rescousse, j'appelle Lou. You know Lou. Loupé. Lou en pixel. Parce que Lou, il a subi une transformation physique. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard. Donc, j'étais en mode, c'est parfait. J'appelle Ryan LVTT parce que Ryan, il est musclé, on dirait un bodybuilder. Et à chaque fois, il nous dit, si vous avez besoin que je tape des gens pour vous qui vous ont embêté, vous m'appelez. C'est un peu le grand. Et là, j'étais en mode, il n'y a pas besoin de taper des gens, mais il va falloir taper mon canapé pour qu'il puisse monter le nombre d'étages que j'ai à monter. Et vraiment, des étages à monter, il y en a pas mal, les filles. Alors, on arrive chez moi, on passe le canapé, on est au rez-de-chaussée, on est en mode, ok, ça va. On l'a sorti de la camionnette, il est là. C'est très, très lourd. Genre, vraiment, un canapé aussi lourd, j'en ai jamais autant vu de ma vie. Après, j'ai jamais vraiment beaucoup porté des canapés dans ma vie, mais parce que j'ai toujours été bien entouré. Mais voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que du rez-de-chaussée au premier étage, on essaye de porter le canapé tant bien que mal. On n'arrive pas à passer 3-4 marches. Il n'y a que Alix à ce moment-là pour l'instant qui a de la force. Lou et Ryan ne sont pas encore arrivés. Donc on est en mode, guys, ça va pas le faire en fait. Genre, on va attendre les garçons et on prend une décision. Les garçons arrivent. Entre-temps, j'ai un ami qui s'appelle Mathis. Il a toujours été là dans les galères les plus techniques depuis que je le connais. C'est vraiment un bon. Genre, je l'aime vraiment d'amour parce qu'il nous a toujours rendu service et j'oublierai jamais. Parce qu'en plus de ça, c'est pas forcément le plus fort, mais il a tellement une logique et une façon de se poser. Parce que nous, enfin, vous connaissez le groupe, on est des piles électriques, on crie, on braille, on fait n'importe quoi, etc. Et lui, il avait quand même cette mentalité un peu comme Inès. Et donc, c'était un peu les deux chefs de chantier de ce projet. Donc là, à peu près, on est une bonne bande et on se dit, attendez, guys, on va dévisser le lit qui est dans le canapé lit. Parce que déjà, ça va nous retirer un vrai poids. Genre, on aurait dû y penser plus tôt en vrai. C'est ce qu'on fait, on dévisse le lit. Le canapé est beaucoup plus léger. Il reste quand même assez lourd, mais ça va. Donc là, on se dit, ok, il y a un monde où tout se passe très bien et d'ici 2 heures, le canapé, il est chez moi. On n'était pas au bout de surprise. Donc vous avez bien compris qu'on est dans un immeuble parisien avec des escaliers en colimaçon et on se retrouve à vivre un enfer comme, pour ceux qui ont la ref, ont vécu les personnages de Friends avec cette fameuse scène du canapé qu'ils essayent de monter où ils sont en mode pivot, pivot. Guys, on a vraiment vécu ça dans la vraie vie, mais même les plus grands scénaristes d'Hollywood n'auraient jamais su écrire la suite de l'histoire que je vais vous raconter. On passe le premier étage, on arrive entre le premier et le deuxième et là on est complètement bloqué. Bloqué. Le canapé est bloqué. Il tient entre les murs. On est en mode mais c'est pas
possible. On a passé un étage, on peut en passer deux en fait. Et puis on se rend compte que d'étage en étage, il n'y a pas les mêmes dimensions entre la hauteur plafond, le sol, le mur d'à côté, le mur de gauche, de droite et celui de là-bas. Bref, Mathis, la voix de la raison, commence à guider un peu tout le monde. Toi, pivote un peu plus comme ça. Toi, redescends. Toi, repousse là. Et toi, fais ça. Et donc, tout le monde s'y met. Une belle équipe. Moi, j'étais juste là. Je voulais vraiment donner de mon aide. Mais honnêtement, je savais que je servais à rien. Je pouvais donner des conseils. Moi, j'étais là pour amener de l'eau, pour amener tous les outils nécessaires pendant toutes les opérations que je vais vous citer. J'étais très actif. Je me reposais pas du tout. Je restais avec tout le monde. Je faisais attention à tous mes petits gays. Mais je ne savais pas à pousser, à faire tout ça. Même si j'ai un peu participé quand même. Mais heureusement qu'ils étaient là. Et donc, à ce moment-là, déjà, même si on n'était qu'au 2e étage, je me sentais hyper comblé de me dire, ok, il y a tous ces gens-là qui sont là pour moi, pour m'aider à monter mon canapé. Donc là, je commence à partager ces stories à mes amis proches. Tout le monde est en mode, c'est trop mignon, trop bien, vous allez y arriver. Courage. Mes amis proches ne savaient pas qu'ils allaient commencer une réelle série avec plein d'épisodes. On passe un nouvel étage, on est trop content. Let's go les filles. On en passe un autre, on en passe un autre. Puis on se retrouve bloqué à nouveau entre 2 étages. Et là on se dit putain. Donc en fait, ça va être ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la satisfaction de se dire « Ça marche! Let's go !» On a un élan de succès. Le canapé est en mode « J'arrive chez toi, Johan Spirais !» Sauf qu'en fait, à chaque fois, il y a toujours une embuscade. Il y a toujours... Chaque étage est un niveau différent. On a littéralement l'impression de jouer à Mario Bros. Sachant que l'étage qui sera le mien, dans cette métaphore-là, mon appartement est le château de Bowser. Donc là, les filles, on est en mode « Mais... » Enfin, on fait une pause, on est en mode tranquille, venez à la maison, on boit du jus, je leur donne des forces, je suis en mode allez les gars, on va y arriver et tout. Et on essaye tous les moyens possibles. On n'arrive pas, il est bloqué. Mathis, cerveau de l'opération, propose un plan que même l'armée n'aurait jamais pensé. Il est en mode, les amis, il y a des fenêtres à chaque étage, dans les couloirs. Et si nous n'allions pas acheter une chaîne, nous attachons la carcasse du canapé parce qu'il n'y a plus les coussins, il y a juste un genre géant cadre avec les accoudoirs, sachant que le canapé pèse 1 milliard de kilos. On l'attache à la chaîne et on le balance dans le vide pour le récupérer avec la chaîne à l'étage du dessus. Et on est en mode, mais Mathis, grave. Alors on va acheter une chaîne. On attache ce fameux canapé, on le balance dans le vide. Et là, c'est le drame. J'avais pas autant stressé dans ma vie que ce moment-là. Ou en tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ce taux de stress. Parce que on a fait quelque chose de très dangereux, sûrement illégal. Et je mettais en danger la vie de mes amis qui étaient venus pour m'aider à monter un canapé. Donc si quelqu'un passait par-dessus bord et mourait, toute sa vie, j'aurais la mort de mon ami sur ma conscience pour une mort nulle. En plus, mon ami, Dieu merci, il est rien arrivé à personne, mais mon ami qui serait mort, il aurait une mort nulle. La honte. Je me serais retiré, endetté et en plus criminel. Ça va pas les filles. Non, non. Alors ce qui se passe, donc on essaye et là on a vraiment l'impression d'assister à une scène de pirate. On est passé de Friends à Pirates des Caraïbes, à ce truc d'action avec la chaîne, mais en même temps dans un silence qui pèse parce qu'il fallait rester concentré. On ne parvient pas à faire monter le canapé, c'est trop lourd et c'est surtout trop dangereux. Donc là je suis en mode, les amis, c'est trop dangereux. Tout le monde prend la décision de se dire, guys, il faut être mature et un peu sensé une seconde et se dire, là, il y a quelqu'un qui va mal finir, ou juste toute l'histoire va mal finir, ou peut-être qu'on va tous mourir carrément. Et là, c'est encore pire. Oh, vous imaginez les articles? Un groupe d'influenceurs décède en voulant monter un canapé chez un des influenceurs. En plus, qui est endetté, qui doit 10 000 € à Lena. Parce que les médias, dans tous les cas, ils auraient tout whipping. Ils auraient toujours ramené Lena dans l'équation. Le canapé qui tangue dans le vide. Mon Dieu, on est en stress, on n'est pas bien. C'est fini. On le laisse entre 2 étages. Et on se dit, on doit tirer notre révérence. Il est bien trop tard. On doit le laisser entre ces 2 étages. Passer la nuit, réfléchir et savoir comment on agira demain. Entre-temps, j'ai 2 nouveaux amis, donc Loud et Adrien, qui arrivent à la maison et qui viennent faire une petite inspection. Ils sont en mode, ok, le canapé, il est bloqué là. Tout le monde est parti. Il reste que ces 2-là, Inès et moi. Et donc, on est en mode petite inspection. Ok, on réessaye quand même. À 4, on arrive à le monter et on n'avait jamais été aussi haut que ce qu'on avait fait à ce moment-là parce qu'on avait quand même réussi à trouver une strat pour le pivoter comme il fallait, etc. Mais sans succès. On reste bloqué les filles. Et là, on se dit, bon, il va falloir se poser, réfléchir 2 secondes et savoir comment on va agir demain parce que le canapé, maintenant qu'on a passé une journée et qu'il est bloqué au milieu de l'immeuble, on va pas le redescendre
il va finir chez moi. Rappelez-vous, je vous avais dit que mon ami Loud pouvait pimper mon canapé en cuir, le retaper, etc. Et donc, elle soumet une idée. Et alors que de base, c'était juste une blague qu'on disait, on sciait le canapé en deux. Comment vous dire que j'étais en mode, hein? Dans ces moments-là, ton spectre de choix que tu peux prendre, parce qu'il faut prendre des décisions et il faut avancer, il est réduit. Évidemment qu'on n'allait pas vraiment le scier en deux, mais on allait le scier. Parce que tout simplement, en sciant une partie de la carcasse de ce canapé qui, à l'intérieur, en bois, roche-bobois d'ailleurs, vous êtes vraiment chaud, mais à l'intérieur, on dirait la coque d'un bateau en bois qui est solide comme je sais pas quoi. Parce que c'est pas de la camelote, hein. La nuit passe, on est sur un échec, on mange un petit fast-food, un peu pleurante, un peu en mode bon, on revient demain et on réessaye. Le lendemain, Mathis arrive, Loud arrive, elle a une scie avec elle. Et Mathis commence à scier. Du coup, vraiment, genre là, vous avez le canapé, mais c'est vraiment genre en bas. On a scié à des parties qui, en retapant le canapé, n'allaient pas se voir pour que le canapé puisse être malléable. Et qu'on puisse genre vraiment le tournicoter comme ça, comme s'il était un peu flexible et qu'il finisse par s'orienter le mieux pour monter les derniers étages et ne plus être bloqué. Merde. Alors dans le couloir, entre deux paliers de voisins que je ne connais pas, nous avons une après-midi scier le canapé. Un bruit pas possible, de la poussière à foison et des risques encore une fois pris parce que personne n'avait de gants, on avait juste des lunettes protectrices et en fait cette génération-là, on avance au talent. Mais en avançant au talent et avec de bons amis, quand on est bien entouré, on se rend compte qu'on est capable de faire de grandes choses. Rome ne s'est pas faite en un jour, même si aujourd'hui elle est toute cabossée, ça reste Rome. La tour Eiffel, elle s'est pas faite en un jour. Mais nous, cette œuvre hors du commun, on l'a fait en 48 heures. Et on a dead parce qu'on l'a scié et là on commence à monter. On passe un nouvel étage et là on est en mode c'est bon. C'est bon, là pour le coup, dans 30 minutes il est chez moi et on fait la fête. On s'assoit dessus, on rigole et tout va bien. Comment vous dire que finalement on n'était pas prêt de pouvoir s'asseoir dessus parce que même si, je vous rassure, on a réussi à la fin de cette journée à le ramener chez moi, le canapé ne ressemblait plus à rien, c'était juste une carcasse, un truc qu'on aurait pu trouver dans un centre de tri de déchets. Et il n'avait plus aucun sens, ce pauvre canapé. Et au final, malgré la scie, il reste bloqué à l'étage juste en dessous de mon étage. Pour vous donner un ordre d'idée, j'habite au 18e étage. Nous étions bloqués au 17. On commence à perdre espoir. On est bloqué au dernier étage. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas le redescendre. Même pour le redescendre, j'en suis sûr qu'on aurait galéré. Il aurait été bloqué. On commence à rentrer en début de soirée. Donc déjà, il faut pas faire trop de pagaille et trop de bruit parce que ça y est, les gens rentrent du travail. Ils ont pas envie d'entendre le sbeul à tout va. On n'est plus beaucoup à ce moment-là. Et là, Mathis me dit, écoute, si tu veux vraiment qu'on y arrive, il va falloir rappeler tous les bras qu'on puisse appeler genre possible. Alors Ryan, la Violette, revient à nouveau et il est accompagné de sa petite copine Louane. Sullivan vient de rentrer de voyage. Il arrive aussi. Il y a Inès, il y a moi, il y a Mathis, il y a Alix, il y a Wesley. C'est non seulement devenu un acte humanitaire, caritatif, mais également une attraction touristique. C'est limite si les médias n'étaient pas là. On aurait pu littéralement appeler BFM TV, ils en auraient fait un sujet. Ils auraient évidemment tout whippin, ils auraient dit ça c'est la faute des Arabes et tout, bref. Sacré BFM. Alors là, la tension est à son comble. On est en mode guys, à un étage. C'est parti. On pousse de toutes nos forces. On pousse, on pousse, on pousse. On réfléchit, on pivote bien. On fait ça, on truc, on nanani, on nanana. Et vraiment, ça a duré une bonne heure. Il y a un moment même, on était tous en suspension. Le canapé, s'il y en a un qui lâchait son bras, le canapé redescendait et se retrouvait plus bas que là où nous étions. Et donc on réfléchit, on dévise des choses, on est en mode ok. À exactement 21h30, le canapé voit la part de mon appartement. Il n'y est pas encore, mais il nous voit. Il y est presque. Et là, on est en mode, mais il faut tout donner, en fait. J'ai assisté à tellement d'amour, tout le monde qui se la donne. Ryan qui en peut plus, qui est en mode, ce putain de canapé, il va finir chez toi, j'en peux plus. Je comprends pas et tout. Il s'énerve. Mais c'est bien, énerve-toi. Mets ta rage dans la force. Et avec tout cet élan d'amour et de soutien, de force et de muscles, nous y sommes parvenus. C'est du jamais vu, guys. Genre, plus d'une personne aurait abandonné. Et je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas appelé une nacelle pour faire passer par tes fenêtres? Je me suis renseigné et à mon adresse, ce n'est pas possible de faire parvenir une nacelle, tout simplement.
le canapé arrive chez moi. Enfin, la carcasse, ce qu'il en reste. Et donc, il ressemble à rien. Il est là, mais on est hyper satisfait. Relâché, on est content. En plus, il y a un match de la Ligue des Champions qui passe à la télé. Donc, pour remercier mes amis hétéros, je leur dis, vous inquiétez pas ce soir. Il n'y aura pas de clip d'Ariana Grande à la télé. C'est vous qui décidez. C'est le match. Rigolez, restez autant que vous voulez. Mangeons, soyons entre nous. Faisons-nous plaisir. Alors évidemment, tous ceux qui ont participé à ce projet pharaonique du canapé ont signé dans les lattes du lit qui est en dessous. Et en rentrant de Los Angeles, j'ai reçu un mail de mon syndicat me disant « Guys, qui a fait ça? Qui a du caca collé au QQ? Qui a saccagé les murs ?» Donc ça a été un problème que j'ai dû aussi gérer alors que je rentrais de Los Angeles. Je rentrais de mes petites vacances et en plus de ça, je voulais absolument vous monter l'épisode de IRL pour qu'il sorte assez rapidement. Donc j'étais dans un mélange de tellement de choses à gérer, des trucs qui avaient rien à voir. J'étais vraiment Hannah Montana, la journée bricoleuse, tout ce que tu veux. Et le soir, geek qui montait, je dormais pas en fait, tout simplement. J'étais encore décalé. Enfin bref, ma vie n'avait aucun sens. Bon, j'ai quand même fait la fête, j'avoue tout. Gourmande. Ce qui fait sa beauté, c'est déjà parce que c'est un très beau modèle et je suis très content de l'avoir acheté. Mais ce qui le rend encore plus spécial, c'est tout l'amour qui est venu de la part de tous mes amis qui ont aidé, qui rendent aujourd'hui ce canapé vraiment spécial. Ce canapé, il a été nettoyé complètement des énergies du couple d'avant et aujourd'hui, il nous appartient, il m'appartient et il a la plus belle des histoires que j'aurais trop hâte en vrai de raconter à mes enfants. À part si mes enfants, vous êtes actuellement devant cet épisode de podcast et du coup, je vous ai un peu spoilé, mais bref. Donc voilà. Après 2 ans et demi, j'ai enfin un canapé chez moi et j'en suis très fier. Voilà, voilà. Je voulais prendre un petit moment pour vous remercier parce que j'ai, comme j'imagine vous l'avez vu, sorti un nouvel épisode de Spark Days IRL. C'était un épisode spécial hors série avec les garçons récemment. D'où l'appellation Los Angeles Deluxe parce que ça faisait référence au fait que Sullivan, Jules et moi, nous étions partis à Los Angeles 2 ans avant et qu'on avait vécu là-bas et vous aviez pu suivre ça dans la saison 2 de IRL. Donc là, je voulais un peu faire genre comme un artiste qui sort son album Deluxe avec des chansons en plus. Bah là, vous aviez un épisode d'1 heure avec que du fun et que des séquences inédites, mais une nouvelle fois à Los Angeles. Déjà, pour revenir sur le voyage, honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Bon, j'en ai un peu parlé dans l'épisode, mais c'est vrai que se retrouver tous les 3 à nouveau là-bas, mais 2 ans après qu'on ait vécu plein de trucs, qu'on ait encore grandi, parce qu'on grandit constamment sur plein de sujets, mental, même physique et tout, on était un peu plus belle et tout, je sais pas, genre je nous ai trouvé trop fabuleux ce dernier voyage. On a pu faire le bilan sur plein de trucs, sur comment on se sentait à l'époque, faire la paix avec plein de choses. Enfin moi perso je l'ai ressenti un peu comme ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir fermé un cycle que j'avais entamé lors de ce voyage-là, qui m'avait mis plein de paillettes dans les yeux, c'était trop cool et c'était génial. Je parle de l'expérience quand on a vécu là-bas à l'époque. Puis quand j'étais rentré, début 2024, ça a été assez difficile parce que bah fallait redescendre de ce petit monde-là. Moi c'est une ville que j'apprécie vraiment, je me sens vraiment bien là-bas. Même créativement parlant, je suis tout le temps inspiré, j'ai tout le temps envie de faire des choses, je suis tout le temps stimulé. Après, aujourd'hui à Paris, je me sens exactement comme ça aussi à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est vrai que rentrer en plein hiver à Paris, ça a été assez dur l'année dernière. J'avais fait un sorte de trop-plein, de burn-out parce qu'il y avait eu la sortie du documentaire qui m'avait pris beaucoup de temps, il y avait plein de trucs. Bref, et au final, toute l'année 2024, je me suis reconstruit et ça a été l'année Brat, comme je vous ai dit. Et depuis, vraiment, je me sens, j'ai jamais été aussi bien dans ma tête que je le suis maintenant. Et donc, de pouvoir retourner à Los Angeles avec ce nouvel état d'esprit, avec tout ce qui s'est passé, avec plus de maturité et avec les mêmes personnes, bah, c'était une belle expérience. Bah, c'est pas donné à tout le monde, encore une fois, de pouvoir voyager avec ses amis, mais là, de voyager avec les mêmes amis tout le temps, qui sont tes meilleurs potes, qui sont comme tes frères et sœurs, c'est vraiment un privilège et un luxe. Donc, vraiment, je remercie encore une fois Sullivan et Jules de m'avoir permis de venir avec eux lors de ce voyage. Et bref, l'épisode, j'ai beaucoup filmé quand on était sur place et du coup, parce que je voulais absolument que mon épisode il fasse au moins 1 heure, parce que j'étais en mode si je sors un épisode de IRL un peu spécial, hors série, ça fait longtemps, etc. C'est pas pour qu'il dure 20 minutes, je voulais vraiment que vous puissiez kiffer, vous divertir et vraiment vivre le voyage avec nous. En plus de ça, ça m'a permis de plus mettre en avant Antonin et Bilal qu'on voit moins dans IRL de base. Donc voilà, on était une belle team quand même. La nouvelle team est là.
Il y a des gens, ça les a irrités, hein. Mais vous inquiétez pas, guys, je touche pas à votre chimelet, genre, love Clara, love Gloria, et j'ai beaucoup de respect pour la pop culture à eux, genre, I guess. C'était sarcastique, un peu, et c'était aussi vendeur. Tout ça pour dire que je suis trop fier de l'épisode, en tout cas, genre, je pense que c'est vraiment dans mon top 5 de tous mes épisodes de IRL. Je me suis vraiment appliqué, j'ai pris le temps, au début il devait sortir un dimanche, et finalement, je me suis rendu compte que j'allais le bâcler, je voulais vraiment me dire, genre, je me fais confiance, je préserve ma qualité plutôt que me dire je le sors rapidement, etc. Au final, il est sorti pas longtemps après, il est sorti le mercredi qui a suivi. Et j'ai bien fait de m'écouter parce que je me suis vraiment posé sur le montage. euh, je vous ai fait les sous-titres, ça faisait genre hyper longtemps que j'en avais pas fait. Et je sais que ça change quand même bah, le visionnage d'avoir des sous-titres parce que bah, c'est plus accrocheur, t'arrives plus à suivre. Quand t'es un peu fatigué, bah, tu lis les sous-titres. Enfin, j'imagine que vous procédez comme ça. Enfin, moi, c'est un peu ça. Et évidemment, pour toutes les personnes malentendantes, ça rend le contenu beaucoup plus accessible. Voilà, je me suis vraiment appliqué et je l'ai sorti comme ça. Le mercredi, je voulais annoncer le jour même et tout. Déjà, pour commencer, j'ai été tellement heureux quand j'ai annoncé le jour même que ça allait sortir de voir que vous étiez tous connectés, vous étiez en mode trop hâte, on sera là ce soir, etc. Et j'étais en mode ok, trop bien, il y a la commu qui est là, etc. Et au final, il est sorti et il a fait des. Parce qu'on dit souvent que oui, ça compte pas, on s'en fout, blablabla, mais en vrai, YouTube, honnêtement, c'est quand même assez sournois parce que, en fait, quand tu sors une vidéo, t'as genre un classement de tes 10 dernières vidéos que t'as sorties sur leur performance au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et le classement se met à jour tout le temps. Juste, tu actualises et tu vois la performance de ta vidéo par rapport à tes autres vidéos d'avant. Et donc, typiquement, si ta vidéo, elle flop et elle marche moins bien, elle se retrouve en bas du classement, elle peut être genre même 10 sur 10, et ça veut dire que parmi les 10 dernières vidéos que tu as sorties, donc je sors pas souvent des vidéos, mais genre vous voyez donc du coup la quantité de travail que ça représente 10 vidéos, ça veut dire que c'est la plus nulle. Donc si tu as bossé comme un dingue sur cette vidéo-là et qu'elle perf moins que les autres et tout, franchement ça fait mal parce que bah typiquement pour moi qui n'ai pas de monteur, parce que pour l'instant ça me donne pas envie, parce que j'aime vraiment ça et dans tous les cas un contenu comme IRL c'est vraiment ma patte, c'est trop personnel pour que pour l'instant je puisse déléguer en tout cas certaines parties du montage. Donc c'est vrai que quand je m'enferme, parce que quand je fais du montage maintenant je sais comment je fonctionne, je réponds pas au téléphone, je parle à personne, je sors pas, je reste enfermé dans ma bulle, je suis un peu comme ça, ou en tout cas je reste dans mon petit monde, etc. Je vais prendre l'air de vite fait, mais t'as capté, genre j'ai besoin de rester dans ma bulle. Quand tu sors de ça et que tu sors l'épisode et que des fois bah ça marche pas autant que tu veux, t'as pas trop de réactions, etc. Je vous avoue que c'est quand même le sentiment le plus bizarre et solitaire, je pense, qu'on puisse vivre dans notre génération, en tout cas dans cet univers-là, un peu mondain et tout, enfin parce que j'abuse en vrai. Genre tant qu'il n'y a pas des gens qui ont posté des commentaires, qui ont partagé ta vidéo ou quoi que ce soit, qui te font des retours, bah tu te sens hyper seul, t'es en mode bon bah voilà, c'est comme si tu parlais, t'étais en mode ok je vais faire un one-man show et genre t'arrives dans la salle et il y a personne et juste tu le fais ton show, tu vois, au début. Mais là les filles, vous m'avez gag, hein. Vous m'avez sorti des stats qui dataient d'une époque, d'une époque. Vous aviez tellement faim de IRL que l'épisode sur le classement des vidéos était 1 sur 10. Et il est toujours d'ailleurs, il est toujours 1 sur 10 aujourd'hui. Et donc déjà, ça fait plaisir quand même, honnêtement, genre, ça, je vais pas mentir, ça fait du bien à l'ego de se dire, bon, mon travail, il est quand même vu, reconnu, il est un peu plus poussé. Peut-être que YouTube aussi ont entendu mon coup de gueule. Mais love you guys YouTube, je vous aime vraiment. Si vous avez joué dedans, mais voilà, je vous parle de chiffres, etc. Le truc qui honnêtement en vrai me fait le plus plaisir, c'est que c'est une dinguerie les commentaires que vous postez. Déjà, vous êtes nombreux à commenter. Alors sachez que vraiment, les commentaires, c'est le truc qui me fait qui est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire en retour de mon contenu. Quand vous postez un commentaire, en fait, les vues, bah, c'est des gens qui voient et c'est trop bien, etc. Et quand il y a beaucoup de vues, ça fait plaisir, c'est un joli chiffre, ça reste un succès. Mais les commentaires, c'est vraiment, ça montre que vous êtes vraiment des humains et que vous ressentez des choses, que, en fait, ce qui est trop bien, c'est que genre, bah déjà, des fois, vous postez des commentaires comme ça, vous me faites des éloges, vous êtes trop mignons par rapport à mon travail et j'essaye vraiment de tout liker, de tout répondre, de mettre merci à tout le monde, de mettre des cœurs et tout parce que j'ai rarement vu une communauté depuis en 10 ans de carrière aussi bienveillante et aussi investie. Ouais, honnêtement, genre, vous êtes trop stylés, genre, merci. Parce que genre, en mode, c'est vraiment ça qui fait du bien, c'est l'interaction. En tout cas, pour moi, personnellement, dans ce métier-là, et c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est parce que je veux créer une interaction, j'ai besoin que on échange
échange, que vous réagissiez sur les trucs que je peux dire, que je peux montrer, etc. En plus, je cerne parce qu'il y en a qui sont plus en mode genre divertissement, donc vous allez réagir à des blagues, vous allez revenir sur des trucs et vous allez me faire rire pour le coup des fois parce que vous ressortez des trucs que j'ai pas capté et tout, et donc à chaque fois je rigole, vous faites des blagues et tout ça, j'adore. Ensuite, dans ma communauté, il y a aussi un peu les créas, et donc c'est ceux qui vont plus genre souligner mes efforts dans l'habillage visuel, dans l'habillage sonore. Il y a un peu les fans de musique qui repèrent aussi un peu mes petites démos que je cache dans les épisodes, mes propres démos. Donc la communauté créa me fait trop plaisir. Après, il y a aussi la communauté mature. Genre, honnêtement, c'est les personnes les plus âgées, mais vous êtes tout aussi importantes que tous les autres qui sont là parmi nous parce que vous avez vraiment un recul. Honnêtement, j'ai déjà reçu des commentaires de personnes qui sont plus âgées qui sont en mode franchement, ça fait plaisir à voir, vous êtes des jeunes, vous kiffez votre vie, profitez de votre jeunesse, tous ces trucs-là. Et en fait, ça fait que ces gens-là, plus ces gens-là, plus ces gens-là, vous formez une communauté de sparklers. Parce que c'est comme ça que je vous ai toujours appelé. J'avoue, le nom, il est un peu kitsch, il est un peu nul. Faudra peut-être y réfléchir. Mais vous faites partie de cette communauté. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est ma communauté, c'est la mienne, c'est notre monde à nous. Et il n'y a personne qui pourra s'immiscer et dire ah bon voilà, c'est un influenceur comme un autre. Non, je m'en fous. Et peut-être que vous n'êtes pas tout le temps là, peut-être que là il y a plein de gens qui ont vu IRL, ils seront pas devant cet épisode, etc. Mais on se comprend. Honnêtement, merci d'être là. Genre, je vous aime trop. Je vous aime trop parce que en permanence, vous continuez de me donner confiance à m'exprimer, à me sentir légitime, à faire ce que j'ai envie en fait. Vous avez bien vu IRL, ça ressemble à rien de ce qui s'est fait sur YouTube avant, et c'est complètement weird et c'est bizarre et ça a jamais vraiment été poussé par la plateforme. Et honnêtement, c'est bon, je m'en plains pas, je m'en fous, c'est normal, c'est niche, c'est différent, etc. Mais vous êtes quand même là, vous appréciez et vous comprenez surtout. Donc merci pour ça parce que vous êtes vraiment la raison pour laquelle je fais ce métier. Et aussi pour la vie de star et toutes les opportunités, on va pas se mentir, c'est vraiment un des métiers les plus, je pense, les plus prisés, les plus glamourisés, idolâtrés de notre génération, la création de contenu en général. Mais honnêtement, vous donnez un vrai sens à tout ça. C'est pas juste je me poste en train de faire le beau et il n'y a rien qui se passe. Non, il y a vraiment un échange et c'est pour ça que je voulais vous remercier. Ça compte pour le digital, mais ça compte évidemment dans la vraie vie. Toutes les personnes que je rencontre. D'ailleurs, encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui me croisent sur Paris et en fait, des fois, je vois vos regards et c'est vrai que j'ai un regard qui est très... Vous voyez, mon regard, il est un peu noir. Genre, je suis un peu... mais genre, souvent, j'ai des cernes et tout, donc on a l'impression que je regarde mal. Mais si vous venez vers moi et que vous voulez juste me dire que vous appréciez mon contenu ou quoi que ce soit, je sais pas, venez, n'hésitez pas, je vais pas vous rembarrer. À part si, bon, vous êtes irrespectueux et tout, ça m'est déjà arrivé, mais ça va. Genre, je sais que la plupart des gens ne le sont pas. Donc, n'hésitez pas. Mais donc voilà, même les gens que je croise en soirée, bon, souvent c'est vrai que c'est en soirée, etc. Donc, c'est plus facile, on est un peu plus dans un mood désinhibé. Mais même ces gens-là, c'est des gens qui me font trop plaisir à voir et qui confirment tout ce que je suis en train de dire, tout simplement. Donc voilà, merci. Merci les filles.